Alors, maintenant, c'est à toi. Donc, Jean-Philippe Richard, donc, je t'ai brièvement présenté. Mm. On va reprendre depuis le début. Donc, toi, tu es à la tête, enfin, tu étais à la tête de Oui. quelle entreprise? Alors j'ai créé avec deux associés à l'époque, donc ça remonte à 1998-1999, une première société qui s'appelle Bourgogne Intérim, qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Voilà, avec un nom commercial qui a changé depuis, donc le nom c'est Eureka. Ouais. Et voilà, on était spécialisé effectivement sur ce travail très spécifique, l'intérim d'insertion. Alors après, je pourrais revenir sur la définition. Et fort de notre petit savoir-faire au niveau de l'intérim d'insertion, en 2005, on a créé une autre société, on va dire qui est un peu le contre-pied, qui s'appelle Intérimaire, intérim apostrophe R. Plutôt là qui offrait des compétences d'intérimaire qualifiés, à la fois au niveau de l'industrie et puis du bâtiment. Et très vite, on a développé une filière supplémentaire dans la santé. Voilà, on a aujourd'hui 6 ou 7 agences qui travaillent exclusivement dans la santé, donc sous la dénomination intérimaire santé. Et pourquoi avoir eu envie de développer une entreprise sur l'intérim, spécialement par rapport à l'insertion? C'est parce qu'il y avait Voilà. une aubaine législative ou Ouais. Alors, il n'y a pas eu d'aubaine. Moi, je suis devenu chef d'entreprise par concours de circonstances. parce que tu faisais quoi avant? Alors, voilà, en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais comme beaucoup d'entre nous, je suis une formation d'informaticien de gestion à la base, donc un métier que j'ai exercé pendant quelques années. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler, de créer la mission locale rurale du Morvan à Château-Chinon. Donc avec un ami qui m'a proposé de venir travailler avec lui. Et donc une mission locale, c'est un organisme, pour faire très vite, qui s'occupe de l'insertion des jeunes 16-25 ans, donc ce qui m'a beaucoup plu. Et ensuite, par contre, il me manquait quelque chose, un lien direct avec l'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'une association intermédiaire à Nevers qui s'appelle Solidarité 58. Et où là, je me suis vraiment éclaté. Donc, Solidarité 58, l'association intermédiaire, c'est des dispositifs à l'époque qui avaient été mis en place par Philippe Seguin quand il était ministre des Affaires sociales, me semble-t-il. Et en fait, c'est un dispositif qui consiste à procurer du travail, des jobs à des gens qui étaient exclus, on va dire, du monde professionnel. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en 1998, Martine Aubry, lorsqu'elle était ministre du Travail, elle a sorti la loi contre les exclusions. C'est-à-dire que quelque part, elle a modifié le champ d'intervention des associations intermédiaires, alors sous la pression de différents acteurs, peut-être de l'intérim traditionnel, et en disant, bon voilà, si vous voulez continuer effectivement de déléguer des personnes dans le secteur marchand, elle nous a incité à nous transformer effectivement en société d'intérim d'insertion. Et voilà, j'ai franchi le pas à ce moment-là, donc avec deux associés. On a décidé à ce moment-là de devenir entrepreneur et de créer notre propre société d'intérim, d'insertion, avec un modèle allemand, comité directoire et conseil de surveillance, où là, on avait proposé aux associations intermédiaires d'origine de siéger voilà, au conseil de surveillance. Et voilà comment j'ai fait. Au-dessus, Voilà comment je suis devenu chef d'entreprise à l'époque, bon, il y a maintenant 20 ans. Alors, c'est pas effectivement, je dirais que l'idée, c'est quand on travaille, quand on décide de créer une société d'intérim d'insertion, peut-être le fond, mais enfin, ça n'a pas été notre cas, c'est pas parce qu'on a entrevu, si tu veux, un effet d'aubaine, c'est pas ça.
ou une niche, c'est pas ça. C'est effectivement, c'est notre parcours, à la fois, je dis notre parce que mes deux associés avaient le même parcours que moi, sensiblement. C'est à la fois notre parcours en mission locale, c'est à la fois notre parcours en association intermédiaire, et c'est surtout notre contact auprès des personnes qui étaient engagées dans un parcours d'insertion. C'est ce qui nous a conduit à la base, effectivement, de créer cette entreprise. Ouais, vous étiez déjà dans le milieu. Ah bah oui, déjà... oui, oui. Ouais. Bon, alors par contre, on a appris effectivement notre métier de chef d'entreprise, quoi. Ça c'est clair. On était sorti du tissu associatif, mais c'était un choix, c'était important pour nous parce qu'on se disait qu'on voulait ressembler en fait à nos clients. Nos clients, quand on fait effectivement de l'intérim d'insertion, on aurait pu le faire sous système associatif, mais on n'a pas souhaité parce que nos clients, ce sont des entreprises. Et on s'est dit, il faut qu'on ait effectivement le même costume, il faut qu'on ait le même discours, il faut effectivement qu'on ait les mêmes codes, il faut qu'on leur ressemble pour qu'au moins ils nous écoutent et ce sera tellement plus facile ensuite de parler de notre métier. Et on a fait ce pari-là et voilà, et c'est ce qui s'est avéré plutôt gagnant, quoi. Ouais, parce que Pascal, tu pourrais nous en parler. C'est quand tu es entreprise, tu es beaucoup moins aidé par la région, par le département et les collectivités que quand tu es une association. Alors, oui, mais il n'empêche qu'une entreprise d'intérim d'insertion répond quelque part à une commande publique. Hein. C'est-à-dire que, alors je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, hein, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on avait une aide de l'État, mais une aide qui correspond en fait au personnel d'encadrant qu'on se doit d'avoir quand on fait de l'intérim d'insertion. C'est-à-dire qu'on a une obligation législative, quand on fait de l'intérim d'insertion, c'est d'avoir un permanent lorsqu'on fait travailler 12 équivalents temps plein. Et en fait, l'État ne fait que nous aider par rapport au salaire des collaborateurs qu'on se doit d'employer pour effectivement faire le suivi des intérimaires qui sont engagés dans des processus effectivement d'intérim d'insertion, quoi. Voilà, l'aide, elle vient se greffer par rapport aux collaborateurs qu'on se doit effectivement d'embaucher. D'accord, pour que le coût de travail soit identique. Ouais, enfin même s'il ne l'est pas. Parce qu'à côté de ça, je vous dis, on a développé une société d'intérim traditionnelle. Hein, et si vous voulez, je vais au niveau national. La moyenne, c'est souvent sur de l'intérim traditionnel, c'est un permanent pour à minima 40, voire 50 équivalents temps plein. Donc, vous voyez, et sur l'intérim d'insertion, un permanent pour 12 équivalents temps plein. Ouais, vous voyez le ratio, et même si l'État aide un peu, bon, c'est loin de compenser le manque à gagner. Mais enfin, bon, voilà. Et du coup, été, parce que du coup, maintenant, tu n'es plus à la tête de cette entreprise. J'ai vendu, voilà, on avait commencé de vendre à des gens qui font une société qui fait sensiblement la même chose que nous, qui se trouvait en région PACA. Cette société avait des velléités de s'étendre au niveau France. Et donc, c'est des gens qu'on connaissait bien, parce qu'on voulait vendre à une société qui nous ressemble, société qui s'appelle, c'est le groupe Lavarap, et on avait commencé à vendre il y a 5 ans, lorsque un de mes associés est sorti, est parti en retraite, et puis on a finalisé la vente là en fin d'année. Voilà. Alors, petite question piège, ça veut dire quoi Lavarap ? Alors la VARAP, en fait, c'est une structure qui se trouve. Alors, moi, je connais très bien le patron, mais l'histoire exacte de la VARAP, je ne la connais pas. La VARAP, c'est une structure qui fait de l'insertion, mais qui fait de l'insertion via effectivement différents modules, de l'intérim d'insertion, des chantiers d'insertion, qui fait aussi effectivement de la rénovation comment on appelle ça, de conteneurs pour faire des logements sociaux. Voilà, c'est un groupe qui a plusieurs effectivement modules et à chaque fois pour fournir du travail à des gens qui sont engagés dans un parcours professionnel. Et voilà. Les termes Lavarap, tu sais ce que ça veut dire ? Lavarap, je pense qu'à la base, c'était effectivement pour franchir les obstacles les uns après les autres. Ouais, c'est une technique d'escalade. C'est une technique d'escalade. Et ouais, c'était marrant. Franchement, quand j'ai vu ce nom-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut encore dire ? Et j'ai c'est plutôt bien trouvé. Tu as beaucoup creusé alors. Il faut quand même un peu. Voilà, donc non, mais une belle société aussi avec des gens qui sont très très investis. Et leur système de conteneurs, effectivement, c'est assez poussé. Et ils en font aussi en Afrique, je crois, non ? Oui. Enfin, je dis oui. Je sais qu'ils ont des contacts. Aussi effectivement dans certains pays d'Afrique.
Mais bon, voilà, je suis pas dans le secret. Et du coup, alors pourquoi tu es allé dans le MEDEF? Alors, bon, bah, déjà à l'échelle de la Nièvre. Oui. Alors, bah voilà, là aussi, alors c'était assez rigolo parce que bon, c'est un petit gars qui sort d'une mission locale, d'une association intermédiaire, qui monte une entreprise d'insertion. Bah, en fait, c'est un ami qui à l'époque, donc que je salue, Thierry Doubre, président de la fédération bâtiment du département de la Nièvre. Il l'est toujours. Et à l'époque, bah, il était président du MEDEF et il m'a dit Jean-Philippe, j'aimerais bien déjà que tu viennes, effectivement, que tu rentres au conseil d'administration du MEDEF Nièvre, parce que pour nous éclairer sur tout ce qu'on pourrait faire au niveau de l'insertion, hein, des jeunes et des moins jeunes. Bon, donc déjà, effectivement, un engagement très fort de sa part. Hein, et une volonté du MEDEF de la Nièvre et de son conseil d'administration de réfléchir à des pistes, voilà, pour pouvoir favoriser l'emploi des gens qui étaient en parcours d'insertion. Et donc je suis venu les rejoindre, voilà, donc pour m'occuper du volet insertion. Et puis comme très souvent, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, après on est aspiré par la machine. Et puis je crois que c'était en 2014 ou 2015, voilà, je suis devenu président du MEDEF de la Nièvre. Et l'année qui a suivi, lors d'une de ces visites, Pierre Gattaz est venu effectivement nous rencontrer sur la Nièvre. Et puis compte tenu de la dynamique du MEDEF de la Nièvre, il m'a proposé aussi à ce moment-là de rentrer au conseil exécutif, au MEDEF national. Voilà, donc je suis rentré au MEDEF, enfin l'exécutif. Et puis 4 ans après, voilà, j'ai été élu à la présidence du MEDEF régional, Bourgogne-Franche-Comté. Et alors, pour en revenir, le MEDEF, c'est quoi déjà? Alors le MEDEF, c'est un mouvement des entreprises de France. En fait, c'est un organisme qui est là pour aider des chefs d'entreprise, pour les aider, pour les conseiller et pour défendre l'intérêt en fait de l'entreprise. Mais quand je dis défendre l'intérêt de l'entreprise, c'est défendre l'intérêt de l'entreprise, de l'entrepreneur, mais aussi des salariés qui travaillent au sein des entreprises. En fait, je dirais que le MEDEF, quelque part, c'est un peu le poil à gratter des gouvernements en place pour sans cesse rappeler que bah, la croissance, elle passe effectivement par les entreprises. Ce qui fabrique le PIB d'un pays, ce sont les entreprises qui, quoi qu'il en soit, y participent majoritairement. Quoi. Donc voilà, c'est là. C'est toujours, c'est rappeler que les entreprises sont là. C'est à chaque fois dans les différentes institutions qui sont effectivement gérées, pour faire simple, par ce qu'on appelle le paritarisme. On y trouve les collèges patronaux et les collèges salariés, c'est avoir des représentations patronaux qui seront là pour défendre l'intérêt de l'entreprise, que ce soit au niveau des tribunaux de commerce, que ce soit au niveau de l'URSSAF, que ce soit au niveau de la CARSAT. Voilà quel est le rôle du MEDEF. C'est énormément de mandataires, plusieurs milliers de mandataires au niveau de la France, plusieurs milliers de mandataires qui vont donner de leur temps, souvent, enfin, à 99%, ce sont des bénévoles qui seront là pour siéger dans des différents organismes pour à chaque fois porter la parole de l'entreprise. Voilà ce que c'est que le Comme MEDEF. Juge du tribunal de commerce. Voilà, juge du tribunal de commerce. Ce qu'on connaît bien. Oui, voilà, c'est juge du tribunal de commerce, c'est aussi pour les prud'hommes, pour les CARSAT, pour l'URSSAF. Il y a tout un tas d'organismes comme ça, l'ARACT, enfin tout un tas d'organismes où effectivement on a des bénévoles, des chefs d'entreprise ou des cadres d'entreprise, des représentants d'entreprise qui seront là pour porter la parole. Toi, Pascal, tu as déjà eu affaire à des organismes comme le MEDEF? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu affaire. Alors, je ne sais pas comment tu veux dire. Moi, j'étais indépendant dans la com et c'est vrai que j'étais pas trop impliqué parce
parce que j'étais dans un domaine et j'étais à Paris. Et à Paris, on ne voit pas les choses absolument comme en province. Encore une fois, moi, je suis provincial de naissance, mais on, est, on voit moins les organismes paritaires comme les CCI, etc. On les voit moins à Paris. Et ces organisations syndicales, on les voit moins professionnelles. Moi, j'ai eu affaire, mais avec des gros clients à moi qui étaient impliqués et on faisait des choses avec eux. Mais sinon, moins impliqué, sauf que on parlait des restaurateurs tout à l'heure et on a parlé des métiers de l'hôtellerie-restauration et tout ça. Cela, moi, j'ai pas mal collaboré avec eux pour faire des choses. Et bah, justement, vu que tu parles des restaurateurs, vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette crise-là pour pouvoir justement aider les entreprises, puisque c'est votre cœur de métier? Bah, la restauration, c'est pas forcément notre cœur de métier, hein. Non, mais l'aide aux entreprises. L'aide, ah oui, l'aide aux entreprises. Comment... Alors l'aide aux entreprises. Alors, par contre, il faut savoir, le Medef n'a pas de sous, hein. On n'a pas vocation à distribuer en fait des aides, des subventions. C'est pas ça. Bon, par contre, effectivement, le fait que l'UMIH adhère donc au Medef national, c'est ce qui nous permet très vite d'avoir effectivement des données, des statistiques, de l'information pour alerter le gouvernement en place et faire aussi, on ne fait pas que de les alerter, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de propositions pour aider à un moment T effectivement les entreprises du secteur qui sont dans le besoin. Donc on a beaucoup effectivement travaillé à la fois avec le gouvernement, et ensuite en déclinaison, en région et avec les MEDEF territoriaux aussi. Hein. Avec les MEDEF territoriaux, on a travaillé avec les préfectures, avec le conseil régional pour faire un certain nombre de propositions, bien évidemment pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, mais aussi pour toutes les branches professionnelles. Voilà, donc c'est ça notre force, c'est qu'on est directement au contact de l'entreprise. On connaît parfaitement le fonctionnement de l'entreprise, quelle qu'elle soit, et ce qui nous permet d'être, j'imagine, d'être pertinent dans les suggestions qu'on va faire aux différents ministres qui seront concernés par... voilà. Oui, Pascal? Oui, c'est important ce que dit Jean-Philippe, c'est que vous êtes tous des chefs d'entreprise et après vous vous en occupez. Ce n'est pas des gens qui sont parachutés de je ne sais où, je dirais des espèces de technocrates. C'est vraiment des gens qui ont qui ont eu leur boîte. Et donc, ça change tout dans ces syndicats professionnels. C'est-à-dire qu'ils savent de quoi ils parlent, quoi. Alors, ils peuvent être spécialisés dans des domaines ou autres, mais vous savez ce que c'est qu'une fin de mois, que payer des charges, que trouver des clients. Non, mais oui, Pascal. c'est important. Oui, Pascal. Et quand tu dis ce sont des gens qui ont été chefs d'entreprise, qui ont été, mais enfin surtout qui sont chefs d'entreprise, qui sont toujours en activité, hein, pour la plupart d'entre nous. Ouais. On est toujours en activité. D'ailleurs, c'est presque une obligation. Hein. Donc, on est toujours en activité pour siéger. Voilà. Bon, on a quelques personnes d'anciens cadres, d'anciens chefs d'entreprise retraités qui veulent bien continuer de donner de leur temps. Mais la plus grande partie, effectivement, de nos mandataires sont des gens qui sont en activité. Hein. Et autant à l'échelle nationale, avec les aides, etc., on trouve qu'elles ont été relativement efficaces et qu'ils sont allés vite, etc. Autant à l'échelle régionale ou départementale, c'est un peu plus discutable. Comment s'est passé ces discussions-là avec le préfet ou avec la présidente de région ou les présidents de département parce qu'ils n'ont pas arrêté de répéter à longueur de temps qu'ils étaient en discussion continue avec vous, etc. Comment ça s'est passé, ces discussions? Moi, pour faire très simple, je dirais que ça s'est plutôt très bien passé. Moi, encore une fois, hein, je parle au nom des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. À part quelques couacs, mais tous sont unanimes pour dire que la préfecture de région a été, et les services, hein, ces services, je pense à la directe par rapport à la gestion du dossier temps partiel, enfin chômage temps partiel, ça a été vraiment impeccable. Voilà. À quelques mois près. Non, ça a été très, mais ça a été impeccable en termes de règlement après de chômage temps partiel aux entreprises. Les paiements se sont faits quand même assez rapidement. Ensuite, il y a eu
un bon déploiement des mesures gouvernementales donc, sur la région. Donc voilà, moi je félicite Monsieur le préfet de région. Et puis au niveau du conseil régional, il faut le dire aussi, hein, les mesures qui ont été mises en place, donc que ce soit le fonds de solidarité, effectivement, bon, c'est pareil, ça a été quand même relativement, je trouve que la région a été réactive. De mémoire, je crois que c'est 80 millions d'euros, hein, quand même, que le conseil régional a mobilisé. Donc voilà, et puis Marie-Tite Dufay s'est pas fait tirer la manche pour y aller, quoi. Je trouve qu'elle a été très très réactive aussi. Donc bon, après, évidemment, on pourrait toujours faire mieux. On aurait peut-être aimé être un petit peu plus associé aux différents, aux différents programmes. Mais bon, globalement, ça s'est quand même bien passé. Là, je ne sais pas s'il est finalisé. C'est le dernier étage, effectivement, donc au fonds d'aide, avec une participation qui va être sollicitée auprès des ETI. Bon, voilà, ce qui peut être aussi pertinent pour impliquer effectivement les départements. Il y a des belles choses qui devraient se passer. Bon, on aurait toujours voulu plus, bien sûr, Thomas, mais bon, globalement, pour voir ce qui se passe dans d'autres régions, on n'a pas à rougir. La région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait pendant cette période, de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle fait pendant cette période très compliquée. Moi, j'avais juste une petite remarque, c'était plus sur, pas sur les sommes qui avaient été allouées, etc., oui, mais plus sur la forme. Je trouve que dans la forme, ça a montré une espèce de compétition, que ce soit à l'échelle départementale ou régionale, oui, à vouloir dire « ah ben non, c'est moi qui ai le plus aidé, oui, c'est moi qui ai le plus fait, etc. » Et qui a manqué une espèce de cohésion globale et que ça fasse un peu un rouage qui se mette en branle. Et notamment, je ne sais pas, qu'à un moment, on se retrouvait avec des entreprises, notamment dans l'agronomie, où ils avaient des surproductions qu'ils étaient obligés de détruire parce qu'ils n'avaient plus le réseau de distribution. Et j'aurais pensé justement qu'il aurait pu y avoir quelque chose qui se mette en branle et que du coup, que ça ne coûte pas forcément très cher, mais que ça permette de faire une espèce de cohésion et puis de continuer à assurer un service. Alors, il y a sans doute eu des petits déficits de communication. Déficits de communication sur des points tels que tu viens de soulever, déficits de communication aussi sur l'approvisionnement en masques, hein, parce qu'il y a eu un petit peu de... C'est un peu, comme on dit dans le Morvan, ça a un peu branlé dans le manche à ce niveau-là. Forcément, il y a eu quelques couacs, mais globalement, encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Je veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Non, mais toi non plus, bien sûr. Mais après, on aurait toujours voulu que ça soit mieux, que ce soit. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de confusion entre l'aide de l'État, l'aide de la région. Bon, il y a eu peut-être un peu de dissonance à ce moment-là. Mais bon, et puis je profite aussi de la parole qui m'est donnée pour souligner la réactivité et le travail des banques, hein, notamment par rapport aux prêts garantis État, où les banques ont vraiment joué le jeu. Moi, j'ai très rarement entendu des entreprises se plaindre par rapport à ça. Je crois qu'il y a eu 2% des dossiers qui ont été refusés au niveau des demandes de prêts garantis État. Donc c'est plutôt quand même une belle performance, quoi. Oui, sachant aussi qu'on peut les représenter. Oui. Donc on peut reformuler, il y aura d'autres avec il va y avoir d'autres dispositifs pour les entreprises, notamment engagées sur des, comment on appelle ça, sur des procédures au niveau du tribunal de commerce, qui initialement ne pouvaient pas effectivement prétendre à un prêt, qui avec les nouveaux dispositifs pourront aussi avoir des aides. Ouais. Et comment tu vois l'avenir? Donc là, certes, il y a eu ce moment-là avec les aides, etc. Le prêt garanti par l'État, à un moment ou à un autre, faudra le rembourser. Oui. Notamment, alors,
sans parler forcément d'eux, mais en exemple les restaurants où c'est des entreprises qui sont physiquement limitées par rapport aux rentrées d'argent qu'ils peuvent générer tous les jours, et ils savent qu'ils ont un plafond de verre qu'ils ne peuvent pas dépasser et qu'ils ne pourront jamais dépasser. Et ces entreprises-là qui ont ce plafond de verre et qui ont cette charge-là supplémentaire, est-ce que tu penses qu'elles vont pouvoir réussir à s'en sortir, réussir à rembourser, ou non, c'est juste un pansement et puis on sait que dans un an, dans tous les cas, la barre elle va tomber et puis. Alors, il y a différentes mesures qui ont d'ores et déjà été proposées par le gouvernement, notamment la prolongation du chômage temps partiel pour le secteur. Bon, il y a aussi effectivement report des charges. Mais bon, Thomas, pour faire simple, évidemment, et à un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter. Il va bien falloir rembourser. Il y aura de la casse. Voilà, on sait qu'il y aura de la casse. Alors combien, on n'en sait rien, mais on sait qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas effectivement, s'en relever. Et c'est pour ça, le message que je donnais tout à l'heure au début de l'émission, j'incite effectivement nos concitoyens, ma foi, peut-être à aller chercher leur bas de laine, hein, et puis c'est le moment d'aller consommer, et c'est le moment de faire preuve aussi de civisme économique, et puis faire preuve de civisme économique en allant manger au restaurant et puis en allant boire des canons, c'est pas trop difficile non plus. Donc non, mais très sincèrement et sérieusement, moi, voilà, il faut le faire, quoi. C'est du civisme économique parce qu'on sait que sinon il y a des entreprises qui vont être, il y a des entreprises qui pourront pas passer qui passeront pas le cap. Voilà. Tu avais une remarque, Pascal? Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Et oui, il y aura de la casse. Il faut aussi arrêter de se mentir, quoi. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas bossé, et puis après, il y a cette histoire de reprise. C'est pas le tout de nous dire. Moi, j'ai des secteurs où on dit, les gens, ils vont pas acheter de voiture. Mais attendez voir. Déjà, ils n'ont pas roulé. On va voir, quoi. Mais c'est pas si simple que ça. Et il faut tout remettre en branle. Et il y a aussi des secteurs. On parlait de l'hôtellerie-restauration. Moi, j'ai vu un hôtelier, justement, restaurateur à Dole samedi. Il me disait, on a aussi perdu des gens. Parce que le personnel, dans certaines entreprises, le personnel, c'est super important, parce qu'ils sont, c'est pas que des machines. Ouais. Et certains ne sont plus là, alors qu'ils avaient des super pros, qu'ils avaient réussi à fidéliser, à qualifier, etc., et qu'ils ont perdu. Donc la reprise ne va pas être simple, quoi. On voit des super entreprises comme Nicolas tout à l'heure qui ont eu de l'agilité. Mais après, tout le monde n'est pas là-dedans et tous les secteurs ne s'y prêtent pas en plus. Oui, alors si je peux me permettre, effectivement, il y a ça, puis il y a les dommages collatéraux aussi. Les dommages collatéraux, c'est effectivement, il y a les sous-traitants, etc. Mais il y a aussi toute la filière apprentissage. Et effectivement, notre grosse inquiétude au niveau du MEDEF, mais on va dire que ce soit au niveau du MEDEF, la CAPEB, on a tous les mêmes inquiétudes, mais la CPME, c'est la quid effectivement de nos jeunes qui recherchent effectivement des maîtres d'apprentissage où on craint qu'il y ait quand même un gros... 4 ou 5 appels par jour en ce moment pour ça. Et qu'est-ce que tu veux leur dire? Beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, parce que après, on ne peut pas blâmer effectivement les entrepreneurs d'être prudents, mais voilà, mais après c'est pareil, hein, pour assurer la pérennité effectivement de nos métiers, on a intérêt quand même, quoi qu'il en soit, à former nos jeunes. Donc là, effectivement, ça va être un peu compliqué. Parce que tu t'engages pour 2 ans quand tu prends. Oui. Alors c'est pour ça, on a demandé au MEDEF, on a un certain nombre de propositions au gouvernement pour soutenir effectivement l'apprentissage. Alors il y a des secteurs qui seront peut-être un peu moins impactés que d'autres. J'ai passé un coup de fil à Vincent Martin, le patron de la FRTP. Je lui ai posé la question aussi, lui, quelle était sa vision. Il me dit non, Jean-Philippe, nous sur la Bourgogne-Franche-Comté, on devrait sensiblement tenir le même chiffre que l'année dernière en termes d'apprentissage. Il y a des secteurs un peu moins impactés, a priori. Mais par contre, c'est sûr que la restauration, l'hôtellerie, là, on risque d'avoir effectivement de la déperdition. Et aussi, il y a un internaute qui me fait remarquer que l'envolée des prix, est-ce que justement, comme les entreprises ont des coûts supplémentaires qui ne vont pas forcément avoir une demande qui va augmenter, est-ce qu'il va y avoir une hausse des prix à prévoir, ou est-ce que les entreprises peuvent endiguer ça dans leur marge et baisser leur marge pour...
Écoutez, enfin moi pour l'instant, j'ai pas eu connaissance effectivement de dumping, enfin que ce soit aussi bien dans un sens que dans un autre. Non, rien de. Après, comment vont réagir les entreprises? Ah bah, c'est clair que l'interrogation, c'était tout ce qui concernait effectivement la mise en place on va dire des dispositifs sanitaires, ce qui engendre un surcoût. Les entreprises vont alerter comment faire payer ça, parce que déjà que les marges parfois ne sont pas forcément énormes. Donc peut-être que certaines vont impacter, vont mettre ça dans leur prix. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, ça sera au cas. Je crois que chacun est en train de se poser les bonnes questions. Et puis, on verra au fur et à mesure. Je crois que voilà, tout le monde est sur la calculette pour l'instant. Hein, voilà. Donc, il faut se laisser un peu de temps. Et dernière remarque, c'était avant cet épisode de Covid, en région Bourgogne-Franche-Comté, on avait à peu près 28 000 entreprises qui avaient un patron qui avait plus de 55 ans, donc qui prévoyait de céder son entreprise ou de la transmettre sur une échelle de 0 à 5 ans. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à ça, où certains ont précipité ou qui ont lâché l'éponge ou... Trop tôt pour t'apporter une réponse claire par rapport à ça. Je pense que les entreprises qui avaient des velléités pour vendre, je ne suis pas sûr que là, les opérations se soient effectivement transformées. Voilà, c'est peut-être un peu tôt. Je pense qu'on y verra plus clair, octobre-novembre, quoi. Et tu sais quand est-ce que les tribunaux de commerce vont rouvrir? Ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ouais. Et il y a un gros appel de dossiers ou... Ça commence. Ça commence. Ça commence, mais bon, pas rien de significatif pour l'instant, mais effectivement, on sent qu'il y a quelques... La porte s'ouvre petit à petit. Petit à petit, ouais. Ouais. Est-ce que tu avais encore... Non, mais le gros couac, s'il doit avoir lieu, mais enfin, on sait qu'il aura lieu, ça sera certainement octobre-novembre. Ouais. Comme le médecin, en fait. Quand les remboursements vont se cumuler, les reports de charges, et puis, puis à un moment donné, il va falloir payer, quoi. Et, Pascal, est-ce que tu avais une dernière remarque? Non, mais tout ça est très intéressant et on est déjà dans le... Voilà, on reprend, mais il faut y aller et puis il faut pas se masquer que ça va être difficile. Ouais. Bon, après, il y a eu aussi des belles opportunités pendant cette période. Ah oui, complètement. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Tu sais très bien que moi, j'ai plutôt une vision très optimiste des choses, mais c'est pas facile pour tout le monde et voilà. Et moi, je vois même dans le monde scolaire ou formation, il y a des choses qui sont en train de se passer. L'année prochaine, ça va être très différent, quoi. Ça sera intéressant d'ailleurs qu'on fasse un jour un sujet sur le côté formation l'année prochaine, parce que il y a moi, je pense à l'UTBM, l'Université de Technologie Belfort-Montbéliard, avec qui j'échange beaucoup. L'année prochaine, ils imaginent avoir plus d'étudiants, mais d'avoir que 50% de l'effectif présent sur un campus et faire les choses complètement autrement. Donc, eux, ils ont aussi pris l'opportunité du Covid pour dire on fait tout à distance. Et là, ils envisagent complètement, d'ailleurs cet été, ils vont consacrer à ça, à complètement mettre en place une nouvelle approche de la formation et des stages, puisque les stages vont aussi se passer pour certains à distance. C'était hier, l'Alliance française au Mexique, et les échanges aussi entre pays et autres d'étudiants vont pas forcément pouvoir se faire. Ouais. Donc on imagine aussi pouvoir faire des stages, pas forcément toujours dans l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Si tu permets, Thomas, un message. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Il faut pas adopter la politique de l'autruche. Mais vous savez que il faut dire les choses. On a fait le constat, là, voilà. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. La meilleure réaction qu'on puisse avoir, les uns et les autres, encore une fois, c'est d'y aller, c'est de sortir, c'est de consommer, c'est de relancer la machine. Et encore une fois, le civisme économique, il est facile à faire. Sortez, allez dans
dans vos commerces de proximité. Et puis, ma foi, il y a 50 milliards hein, qui ont été, effectivement, pendant la période de confinement, qui ont été placés sur le livret A. Enfin, j'exagère un peu, mais, et ailleurs. Bon, non, et sous le matelas, bon, c'est bon, quoi. Vous n'allez pas emporter ça après dans votre cercueil. Hein, les gars, il faut y aller, quoi. Non, mais c'est hyper important, hein, hyper important. Ouais. Hein. Et moi, je trouve que moi, ça m'a vraiment impressionné, cette période de crise. Avant cette crise-là, je me disais souvent, écoute Thomas, on parle souvent de la Première et Seconde Guerre mondiale. Si jamais ça se repassait, tu serais dans quel camp? Tu serais plutôt dans la résistance, dans les gens qui sont passistes et qui font rien du tout, ou ceux qui sont collabos? Et je me suis aperçu que l'air de rien, alors, en regardant un peu à l'échelle mondiale comment ça s'est passé, je trouve qu'en France, on a une sacrée liberté d'esprit, un sérieux aussi esprit de cofraternité, etc. Et une capacité à rebondir qui est assez monstrueuse. Parce que je ne sais pas comment ça s'est passé exactement dans les autres pays, mais quand on voit la catastrophe qui est en train de se profiler aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, et nous, même s'il va y avoir de la casse, le nombre d'entreprises qui ont eu des initiatives, qui ont lancé des trucs, qui sont allées de l'avant, qui ont pris des risques, comme Nicolas tout à l'heure, etc. C'est quand même hallucinant. Quoi. On a une culture qui est quand même assez forte. Bien sûr. Et encore une fois, on a eu la chance d'avoir un gouvernement. Alors après, on pourra polémiquer, hein, mais bon. Tout le monde a pu manger. Hein. Voilà, c'est hyper important. On pourra polémiquer sur le moment où on est rentré en confinement, la durée du confinement, etc. Mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des aides tout de suite. Les salaires ont été assurés. Les salaires ont été assurés. Personne, comme tu le dis si bien, Thomas, personne a crevé de faim. Et puis, on a laissé aussi aux entrepreneurs, effectivement, qui ont souhaité être opportunistes, de pouvoir le faire. Tout ça en partenariat avec les banques, etc. Moi, je dis qu'on a de la chance de vivre, effectivement, dans ce beau pays. Bon, voilà, mais après, maintenant, il faut serrer les coudes et puis surtout arrêter de pleurnicher. Alors, on a pleurniché, mais maintenant, il faut y aller, quoi. Le seul regret que moi j'ai, c'est par rapport à la législation, par rapport à la responsabilité des patrons avec leur obligation de résultat par rapport à la maladie. Où je trouve qu'ils ont été très lents à légiférer par rapport à ça. Moi, je vois dans mon cas, ça m'a beaucoup freiné. Ça fait partie des petites anecdotes. Mais c'est vrai aussi. Le moment où ils se sont penchés sur la question, c'était le moment où on a dit les collectivités, vous devez rouvrir. Et les maires ont dit non, la responsabilité, c'est nous. Alors, ce qui était un peu faux parce qu'apparemment, ils étaient protégés légalement. Mais du coup, à ce moment-là, ils se sont dit merde, oui, effectivement, les patrons, il faudrait peut-être leur faire quelque chose, quoi. Alors Thomas, il y a tout un tas de sujets comme ça. Alors là, je veux pas enjoliver plus que ça. Mais encore une fois, j'insiste sur ce que j'ai dit sur effectivement la réaction, le comportement du gouvernement de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, je reste sur mes positions. Mais en coulisses, on travaille quand même sur différents sujets. Par exemple, c'est vrai qu'on a eu des réunions régulières avec le préfet de région et la présidente. Et par exemple, on les a alertés sur différents dossiers, sur le flou qui existait par rapport à la responsabilité du chef d'entreprise pendant cette période de Covid. Sur effectivement le chômage temps partiel. Vous savez qu'une entreprise dans les textes, une entreprise qui a bénéficié effectivement d'un chômage temps partiel pour ses collaborateurs, a priori ne pourra pas faire de licenciement avant d'avoir respecté 2 fois la durée du chômage temps partiel dont elle aura bénéficié. Moi, j'ai alerté, et comme bon nombre de mes collègues, j'ai alerté monsieur le préfet en lui disant, il y a notamment dans le secteur de la restauration, il y a des entreprises qui auront bénéficié du chômage temps partiel, mais décemment, ce sont ces entreprises qui ne pourront pas rouvrir avec l'intégralité de leurs collaborateurs. Il y a de grandes chances qu'effectivement, ils soient, pas de la chance, mais grand désespoir que ces chefs d'entreprise soient obligés de se séparer d'un certain nombre de collaborateurs. Alors, si en plus, avant de s'en séparer, ils doivent respecter 2 fois la durée du chômage au temps partiel, c'est la double peine. Mais voilà, ce sont des dossiers sur lesquels on travaille en coulisses. Ça, plus d'autres sur des plans très, très techniques.
bon voilà, mais voilà, au moins on a la chance d'avoir des interlocuteurs ici locaux qui font remonter les infos au niveau du ministère. Et puis bon, au niveau du MEDEF national, forcément, on est aussi arc-bouté sur ces, bon voilà, sur ces, je ne vais pas dire des détails techniques, mais ce ne sont pas des détails. Bon, pareil, hein, sur effectivement, quid après du PGE par rapport aux fonds propres de l'entreprise, enfin tout un tas de choses comme ça. Oui, on a des pages et des pages effectivement, de suggestions à faire et de points sur lesquels on est très vigilant. Eh ben, merci beaucoup Jean-Philippe. Voilà, merci à toi Thomas de cette invitation. Eh ben, merci à toi Pascal. Merci Pascal. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et ben, donc cette émission touche à sa fin, donc je vous remercie en tout cas de l'avoir suivie. Je vous le rappelle, elle est faite pour vous. On a développé plusieurs outils pour vous. Le premier, donc, c'est le site internet qui s'appelle webtv-bourgogne-franche-comté, où vous pouvez aller dessus et retrouver les petites capsules de toutes les interviews, etc. de l'émission. Et aussi, si vous avez des produits que vous avez du mal à commercialiser ou que vous souhaitez mettre en production ou autre, on a développé donc un site e-commerce qui s'appelle bien-stocké.com, qui est dédié donc à toutes les entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté qui ont envie d'essayer de tester des marchés, etc. C'est là pour vous et c'est fait pour vous aider à éviter justement des surcoûts de commercialisation d'aimants et puis aller beaucoup plus vite. Quant à moi, je vous dis un très bon week-end. Bon, il y a encore vendredi à travailler, je sais. Samedi et dimanche, vous travaillerez sûrement, mais c'est pas grave. Et dans tous les cas, on se retrouve donc lundi matin. Et lundi matin sera un sujet qui sera spécial dédié à la filière du textile. Très bonne fin de semaine à vous. À bientôt. Au revoir.